Bonjour tout le monde! Donc, aujourd'hui, on continue sur le magnétisme. Donc, on a vu une première capsule de base qui décrit c'est quoi le champ magnétique. Le champ magnétique, oui, exactement. Donc ici, le rappel le plus important, donc, pour créer un champ magnétique, c'est une propriété de l'espace, encore une fois. Cette propriété de l'espace-là est due à des charges. Et il faut que les charges soient en mouvement. Donc, dès que les charges se mettent à bouger, on peut avoir un champ magnétique qui apparaît, qui est produit. Quelle est la façon la plus simple de créer un champ magnétique? C'est d'utiliser un fil. Pourquoi? Parce que le fil, premièrement, donc, c'est facile de générer un courant dans un fil. On peut le contrôler en fonction des paramètres du fil, de la source, etc. Donc, on peut avoir un grand courant, un petit courant. Donc, ça veut dire peut-être un grand champ magnétique, un petit champ magnétique. Et aussi, c'est très facile de donner des orientations spéciales à notre fil. Donc, vraiment, la base, ça va de trouver le champ magnétique d'un fil. Donc, on va commencer par la première loi. Pas la première loi, mais la première loi. Équation. Donc, c'est l'équation la plus générale. Donc, généralement, avec cette équation-là, on pourrait résoudre tous les problèmes. Mais un petit peu plus tard, dans la prochaine capsule, on va voir qu'il y a des cas particuliers où cette équation-là se simplifie un petit peu pour donner un résultat plus simple à analyser par la suite. Donc, la loi qu'on va voir, ça s'appelle la loi de Biot-Savart. Donc, cette loi-là, c'est la loi qui donne le champ magnétique qui est produit par un fil, peu importe la forme du fil. Or, ici, c'est basé sur la même chose qu'on a fait dans le chapitre 2. Donc, on a vu, quand on avait des objets chargés, il fallait les décomposer en petits DQ, et chaque petit DQ faisait un petit DE, et on faisait la somme des petits DE dans ce cas-là. Donc, ici, j'aurais dû préparer mes crayons de couleur. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas-là? Comme c'est le courant ou c'est le déplacement des particules qui va créer un champ magnétique. Donc ici, la base, ça va être la même. On va décomposer notre fil en petits DL. Chaque petit DL va produire un petit DB ici. Donc si je peux appeler ça DL1. DB1 ici. Donc là, je ne marque pas l'orientation, normalement c'est un vecteur, mais on va voir plus tard comment on peut déterminer l'orientation. Et après ça, OK, si ce DL-là fait un petit DB, après ça, je continuerai. Donc, l'autre DL suivant fait un autre DB différent, et la somme de tous les petits DB donnerait le champ magnétique résultant de notre fil. Donc, c'est basé sur la même logique. OK, il va falloir décomposer et possiblement résoudre une intégrale. Donc, pour commencer, on va énoncer la loi de Biot-Savart qui dit que le champ magnétique créé par un fil de forme quelconque sera donné par ceci. Donc, ça sera donné par mu0 i sur 4pi l'intégrale de dl fois ur sur r au carré ici. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, on va définir chacun des termes dans cette expression-là. Et après ça, on va faire un exemple, donc purement algébrique pour voir comment ça s'applique. Et en classe, on va en faire d'autres par la suite. Donc, on va commencer par le terme le plus simple. Donc, le plus simple, le I, donc c'est le courant en ampères. Donc, c'est logique. Plus que le courant est fort, plus que le champ magnétique devrait être intense. C'est parfait. Mu0, c'est une constante. Donc, c'est la même chose que epsilon 0. Epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la constante électrique du vide. Donc, c'est la propriété de l'espace à se faire traverser par un champ électrique. Mu0, ça s'appelle la constante magnétique. Et la constante magnétique, c'est quoi? C'est la capacité de l'espace à se faire traverser par un champ magnétique. La constante magnétique, elle est particulière. Elle vaut 4pi par 10-7 Tesla mètre, je vais mettre un petit point ici, sur ampère. Donc, on ne l'exprime pas, donc 4 fois pi, donc ça fait 4 fois 3, c'est autour de 1,2, 1,3. On ne l'exprime pas comme ça. Pourquoi? Vous allez voir qu'ici, juste dans l'équation du théorème de la loi de Biot-Savart, on voit que, les pi, il y a des facteurs pi qui vont peut-être se simplifier à l'occasion. Donc, on le laisse sous cette forme-là pour, des fois, avoir moins de calculs à faire par la suite. Après ça, le R. Qu'est-ce que le R? On va le dessiner, ça va être plus simple à voir.
Donc, ceci serait notre R. Donc, ce serait notre vecteur R ici. Donc, R, c'est... Oups, 2 points. C'est la distance entre le DL qu'on a choisi et le point P. Le point P. Comme ceci. Donc, ça va bien, la distance. Donc, plus qu'on s'éloigne, plus que le champ magnétique serait faible. Donc, c'est inversement proportionnel à 1 sur R, 1 sur R carré. Donc, au moins, il y a une logique là-dedans. Et là, maintenant, il reste les deux vecteurs qui sont ici. Je vais commencer, c'est con. Je vais commencer par le UR. Donc, le UR ici. Donc, dès qu'on voit un U, c'est un vecteur unitaire. Donc, un vecteur de longueur 1. Et c'est la même chose que le vecteur unitaire conventionnel. Donc, le vecteur unitaire, là, je cherche, est-ce que, je vais juste regarder, j'espère que j'ai encore du vert ici. Donc, le vecteur unitaire part toujours, peu importe que c'était dans le chapitre 1, chapitre 2, dans tous les chapitres, ça part toujours de la cause vers le point. Donc, ceux qui regardent les solutionnaires de Marie-Josée, donc, créer, subit, donc, c'est lui crée, lui subit. Donc, de créer, de subir. Donc, ici, toujours de la cause vers l'endroit où on veut connaître le champ ici. Donc, notre vecteur unitaire, ce serait ceci. Donc, il partirait de DL, il pointerait vers le point où on veut connaître le champ magnétique. Et, dans ce cas-là, on pourrait juste écrire que c'est R, le vecteur R sur son module. Donc, ici, comme c'est pas vraiment, on marque un vecteur R, mais c'est plutôt un delta R qu'on devrait marquer. Donc, ça devrait être un déplacement X qu'on fait, plus un déplacement Y qu'on peut faire pour aller du point départ au point final, plus un déplacement Z, qui est ici, dit par le module, donc en 3D, donc là, je vais marquer au complet, donc Y carré, delta Z, carré ici, racine carré ici, pour le module de R. Donc, ça donne aussi le module de R dans cette expression-là. Donc, normalement, vous allez être capable de trouver les composantes X, Y, Z, parce qu'on va travailler ici en 3 dimensions, mais ce ne sera pas si peu que ça. Donc, ça, c'est beau, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc, le 4 ou le pi, j'espère que je n'ai pas besoin de le faire, parce que là, ça serait un petit peu une honte. Maintenant, il reste le dernier. Le vecteur dl. Donc, dans le champ électrique, et c'est le fun, on fait un petit retour, dl, c'est une unité de longueur. Donc ici, on observe que c'est un vecteur, c'est pas juste un scalaire. Donc, un vecteur, ça a un module. Donc, dans notre cas, pour le module, il faut être plus explicite. Donc, est-ce que c'est un module qui est en X? Donc, ce serait un petit dx. Est-ce que c'est un module qui est en Y? Donc, ce serait un dy. Si c'est en Z, ce serait un dz. Ou, si c'est un arc de cercle, ça peut être un r dθ ici. Or, un vecteur a aussi une orientation. Ce dx-là, ce dy-là, ce r dθ, pointe dans une certaine direction. Dans quelle direction va-t-il pointer? Donc là, je ne l'ai pas dessiné sur le schéma. La direction sera la suivante pour le dl. Et le dl sera donné en fonction du courant. Donc, orientation selon le sens de I. Donc, ici, j'allais manquer une connerie. Une flèche, moi, I, c'est pas. Donc, selon le sens du courant. Donc, le courant va déterminer le sens du dl ici. Et il y a une dernière chose. Donc, OK, ça, c'est intégral. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas fait ici. Et c'est peut-être le point de style ici. C'est le fameux X ici, que j'aurais pu commencer au départ. Le X, c'est le produit vectoriel. Donc, il va falloir faire un produit vectoriel. Donc, ici, soit qu'on le fait avec la main droite, ou vous allez possiblement le faire avec le fameux I fois J fois K, donc avec la ligne ici. Donc, c'est pour ça qu'on a fait au départ de ce chapitre-là une petite capsule juste sur le produit vectoriel dans ce cas-là. Donc, avec ça, donc, on voit, on a décrit l'équation, et là, il va nous rester à faire l'application. Donc, pensons à un petit exemple où on va voir comment ça s'applique le théorème de Biot-Savart. Donc, en classe, on va en faire d'autres, possiblement avec des chiffres aussi. Donc, on va faire un cas relativement, conventionnel. Donc, on a un fil qui est parcouru de longueur L, qui est parcourant I. Et on veut savoir au point P, quelle sera l'expression du champ magnétique à cet endroit-là.
Donc ici, c'est sûr que mon tableau est relativement petit, donc normalement, je devrais marquer toutes en tout cas, les étapes quelque part, donc je vais les marquer ici en dessous au fur et à mesure dans ce cas-là. Donc, première chose, on voit qu'on travaille des vecteurs. Donc, vecteur veut dire, oh, ici, je vois, je m'ai oublié quelque chose, le B c'est un vecteur, donc ma petite flèche sur le B. Donc, ici, il faut que je détermine un système d'axe pour notre système. Donc, le système d'axe, généralement, on essaie de faire passer par le point P et au moins un axe aussi qui passe par le sens du courant. C'est un petit peu plus simple ici. Donc, le système d'axe optimal serait possiblement celui-là ici. Tous les systèmes d'axes vont fonctionner, sauf que des fois, les calculs vont être un petit peu plus élaborés, donc ils vont peut-être un terme de plus, mais à la fin, ça va finir par se simplifier ici. Donc ici, un parallèle au fil et un autre qui passe par le point P. Donc, deuxième étape. La deuxième étape, ça reste la même chose. Oh, ceci, théoriquement, quand on voit une intégrale, c'est une somme de petits objets. Donc, la deuxième étape, ça serait de décomposer ce fil-là en petits dl. Donc, généralement, je vais prendre la même chose que la dernière fois. Donc, on prenait le dq dans la partie positive pour éviter des négatives quand c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Donc, ici, mon dl, je pourrais le mettre là, 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 là. Il faut un dl général, général, général. Donc, ici, mon dl, je vais le mettre ici. Donc, ceci, c'est mon dl. Et une chose peut-être qu'on ne faisait pas avec l'autre, parce que le dl est un scalaire avec le champ électrique. Donc, le dl a une orientation. Quelle serait l'orientation de dl? Il est dans le sens de i. Donc, comme ceci. Donc, le dl sera un vecteur qui va pointer dans ce sens-là. Donc, ça, c'est illustré. Donc, on regarde dans l'équation, qu'est-ce qu'on peut illustrer? Donc, le courant, il n'y a pas d'illustration. Il est déjà même marqué, c'est beau. Qu'est-ce que UR? UR est un vecteur unitaire. Je vais juste enlever mon dl ici parce que là, je vois que ça va prendre de l'espace pour rien. Le vecteur UR est un vecteur qui part du dl qui s'en va vers le point. Donc, ceci serait notre vecteur unitaire UR. Et la distance R ici, qu'est-ce qu'on a? La distance R, ou le vecteur R, donc ici on peut appeler le vecteur R, vecteur déplacement, ce serait delta R, donc ce serait ce vecteur ici. Et dernière chose, il faudrait être sûr de bien positionner le petit dl dans l'espace. Donc ici, on peut dire que le petit dl par rapport à l'origine, il est à une certaine distance x ici, et dl par rapport au point à une distance r dans ce cas-là. Donc, tous les éléments, on a fait l'illustration de tous les éléments ici. Donc, un coup qu'on a fait l'illustration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir travailler à l'intérieur de l'intégrale. Donc, essayer d'exprimer qu'est-ce que R, qu'est-ce que dl, qu'est-ce que UR ici. Donc, on va commencer par R. Donc, R, on pourrait le laisser comme R, mais vous allez voir qu'encore pour intégrer, il va falloir, en tout cas, avoir seulement derrière. Donc, je vais le garder peut-être pour la fin. Donc, on va exprimer notre dl. Qu'est-ce que le dl? Le dl est un vecteur. Ce vecteur-là, c'est quoi? C'est un vecteur qui a un module. Donc, ce module-là, il est quoi? Ah, c'est quelque chose qui est en dx. Donc, module, c'est un petit élément qui est en x, donc on va appeler ça un petit dx. Dans quel sens est-il orienté? Est-ce qu'il est orienté horizontalement vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas? Donc, ici, le i est vers la droite. Le courant est vers la droite, donc il est selon la des x. Donc, selon la des x, c'est i. Et ici, on est en i vers la droite, donc en i positif dans ce cas-là. Donc, on aurait théoriquement dl qui serait dx, i dans ce cas-là. Pour le vecteur UR, lui est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est le vecteur déplacement sur le module ici. Donc, si vous partez d'ici, on s'en va jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, horizontalement, on s'en va vers la gauche de moins xi, comme ceci. On s'en va vers le haut de A, plus AJ ici, divisé par le module. Et là, donc, on est obligé d'expliquer R d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que R en module? On pourrait garder ça R, donc ça serait X, mais on essaie de ramener ça pour avoir le moins de symboles différents ici. Donc, comme j'ai exprimé en X et en A, il faudrait que notre R soit aussi exprimé en fonction des variables ici. Donc, on a UR et DL ici. Qu'est-ce qu'on devrait faire avant de faire l'intégrale? On va faire notre produit vectoriel.
je vais marquer ici, on fait le produit vectoriel. Donc, si on fait notre produit vectoriel, donc on fait dl fois ui ici, et c'est là que j'ai peur qu'il manque d'espace, mais quand je vais être correct, donc ça fait dxi, qui va être multiplié par l'autre vecteur. Donc, moins xi plus aj sur racine de x carré plus a carré sin carré. Donc, on se rappelle, petit retour sur les produits vectoriels. Donc, moi, j'utilise le principe de la ligne, IJK, comme ceci. Donc, on applique aussi la règle d'additivité. Donc, ce terme-là va mixer ce terme-là ici, et ce terme-là va mixer aussi ce terme-là ici. Or, première chose, quand je fais ce terme-là fois ce terme-là, donc, ça va donner dx fois moins x, c'est beau, mais on a i fois i. Et là, on a quelque chose de particulier. Quand vous avez deux vecteurs qui sont parallèles, qui se multiplient, ça donne toujours 0. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là fois ce terme-là, ça va donner 0. Et là, si on fait l'autre terme, donc ça va donner ça fois ça. Donc, qu'est-ce que... Là, je vais juste le marquer ici. Donc, ça donnerait, normalement, bon, le dx fois a. Donc, ça, c'est nos scalaires qu'on met ici ensemble, fois i fois j, comme ceci. Et après ça, je vais marquer la réponse finale ici, ça va être plus simple. Donc, qu'est-ce que i fois j? Donc, on regarde. Donc, premier vecteur vers le deuxième. Ça donne le troisième. Et comme on s'en va vers la droite, donc dans le sens des positifs, ça va donner plus k. Donc, c'est que i fois j donne plus k. Et cette multiplication-là va donner quoi? Donc, ça donne les scalaires qui se multiplient ensemble. Donc, ça donne a fois dx. Tout ça était divisé par racine de x carré plus a carré ici, fois le produit vectoriel de i fois j. I fois j, ça donne k ici pour cette situation-là. Donc, on a fait notre produit scalaire. Donc, on a réglé ceci. Et là, comme je manque d'espace, donc c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo, j'ai tout effacé pour revenir ça beau. Donc, le résultat de notre produit, j'ai marqué ici. Et normalement, je devrais le mettre à l'intérieur ici. Et quand on va intégrer, on se rappelle que pour le champ électrique, il fallait vérifier le nombre de variables. Donc, il y aura juste une variable qui change dans ce système-là. Donc, je vois que j'ai le A. Donc, on regarde quand dq change de place, qu'est-ce qui va varier? Donc, si je change, pas dq, ici, dl de place. Donc, le A reste une constante. Ah, ici, j'ai un x ou j'ai un dx. Donc, c'est sûr que si je change dl de place, x va changer. Mais dans mon équation, j'ai aussi le r. Si je change ceci, la longueur r va changer aussi. Donc, on a deux variables, x et r. Et quand on a deux variables, il faut exprimer l'une en fonction de l'autre. Donc, ici, avec Pythagore, on peut voir que r est égal à x carré plus a carré racine carrée. Ou encore, comme notre but, c'est d'avoir r au carré, donc on pourrait mettre ça tout de suite au carré, donc ça nous enlève à la racine carrée dans ce cas-là. Donc, si on introduit tout ça à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, mu 0, i sur 4pi, l'intégrale. Et là, comme je vais, théoriquement, je risque de manquer de place, je vais tout de suite faire l'opération. Donc, ici, donc j'ai a dx k ici. Ah, je vais le faire en deux shots, excusez, je ne pensais pas le faire comme ça. Donc, racine de x carré plus a carré ici. Donc, ça, c'était notre vecteur, notre produit vectoriel, fois a carré. Donc, a carré, donc, si on met ça au carré, ça fait x carré plus a carré ici. Ça va être plus joli comme ceci. Quand on essaie de sortir les constants, donc ici, le a est une constante, on sort. Donc, mu 0 i, le a. Le vecteur k, on peut sortir aussi, sur 4pi. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste l'intégrale de dx sur ça fois ça. Donc, c'est même puissance qui se multiplie, on additionne les exposants. Donc, ceci, ça donne à la 3/2. Et pour l'intégration, on regarde par rapport à quel paramètre qu'on intègre par rapport à dx. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir le x de départ, le x final. Donc, c'est le même principe. Donc, on part toujours puissance croissante. Donc, les valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes dans l'ordre croissant des valeurs. Donc, le premier des L, ce serait ici l'extrémité gauche d'une tige. Comme elle est centrée par rapport au système d'axe, donc, on intégrait de moins L sur 2 jusqu'à grand L sur 2 ici. Donc, c'est peut-être petit, mais en tout cas, donc, j'espère que ça va quand même se voir ici. Donc, premier élément des L est à moins L sur 2, et l'autre, le dernier, à lequel on fait la somme, ça à L sur 2 ici. Donc, si vous avez relativement bien compris qu'est-ce qu'on a fait dans le chapitre 2, vous allez voir que c'est exactement la même chose, c'est pas plus compliqué, c'est juste des termes
différent à maîtriser. Donc là, maintenant, on va voir sur la feuille de formule, c'est quoi cette intégrale-là. Donc, mu0 i a k sur 4pi ici. Et ici, on va voir sur la feuille de formule, ça donne x sur a carré, racine de x carré plus a carré. Tout ça évalué entre moins L sur 2, juste la L sur 2 ici. Et là, ici, c'est sûr que je pourrais tout de suite mettre mon x par L sur 2, nanana, mais je vais juste faire, parce que mon tableau n'est pas super grand, je vais faire une petite simplification. Donc ici, j'ai un a A carré, donc je peux enlever ça, enlever le carré ici. Comme le A va se répéter à chaque fois, donc qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit juste un petit peu plus joli? On va sortir le A, donc le A lui disparaît, donc il nous resterait A ici. Et là, ça fait juste un petit peu plus simple pour les valeurs ici au tableau. Donc, si on continue, donc ça fait mu0 i k sur 4pi a. On évalue notre intégrale entre les deux bords, donc bord supérieur. On remplace le x par L sur 2, donc ça donne L sur 2 sur... Là, je vais faire toute l'opération, donc L sur 2 au carré, donc c'est L carré sur 4 plus A carré ici, moins bord inférieur, donc on remplace le x par moins L sur 2, sur, bon, au carré, donc ça va redonner encore L carré sur 4 plus A carré ici, comme ceci. Là, on voit qu'on a exactement les mêmes termes, moins, ça devient plus, donc c'est une demi plus une demi, ça donne L, et si on écrit notre vecteur B va être donné par mu0 i. Et là, je vais essayer de le mettre dans un ordre plus gentil. L sur 4pi a, racine de L carré sur 2 plus A ici carré. Et je termine avec mon vecteur K qui donne l'orientation. Donc, je peux dire que le module de notre champ magnétique à cet endroit-là serait donné par cette expression-là. Et l'orientation serait en K, donc c'est-à-dire si j'ai les X vers la droite et les Y vers le haut, normalement l'axe des Z dans le fond, la forme conventionnelle sortirait du tableau. Donc c'est-à-dire qu'ici on aurait un champ magnétique qui va sortir du tableau et la grandeur serait donnée par cette expression-là. Donc il reste un dernier point d'information, mais juste avant de passer à ce dernier point-là de cette section-là, juste un petit commentaire. Donc ici, je n'ai pas effacé, donc j'ai tout effacé, bon, qu'est-ce qu'on avait fait comme preuve, mais j'ai gardé ce petit segment-là. Donc dans la prochaine capsule, on va voir des cas particuliers, mais ces cas particuliers-là, c'est des cas très intéressants, c'est des cas qui reviennent le plus souvent. Et un des cas va se baser à partir de qu'est-ce qu'on a fait. Donc on va reprendre cette expression-là, et on va essayer de faire quelque chose par la suite. Donc, une petite chose particulière. Donc, nous, on a fait le point à l'extérieur du fil. Donc, on a fait centré. Donc, possiblement en classe, je vais faire un point qui est ici ou là, juste pour montrer c'est quoi la différence dans ce cas-là. Mais si le point était sur l'axe du fil, oh, c'est très important. Très important. Et là, je sais pas si je vais être capable. En tout cas, je vais regarder avec les possibilités que j'ai avec mon logiciel de montage. Donc, c'est pas un logiciel de montage à tout casser parce que ça va avec mes capacités intellectuelles. Supposons que le point est selon le fil, dans le sens du courant, donc pas à l'extérieur du fil, mais sur l'axe du fil dans ce cas-là. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, on devrait décomposer en petit dl. Donc, le petit dl serait ici. Donc, le petit dl serait un vecteur qui pointerait dans le sens du courant. Et le vecteur UR serait aussi un vecteur. Lui, c'est pas dans le sens du courant, mais il pointe vers le point P, mais comme le point P est indiqué aussi par le courant, donc les deux vecteurs sont parallèles. Or, quand vous avez deux vecteurs parallèles, donc comme ceci, donc I fois I, donc dans ce cas-là, c'est I fois I, ou J fois J, K fois K, ça donne 0. Donc ici, DL fois UR, pour cette situation-là, ça va donner 0. Et c'est quelque chose d'important. Donc, on a vu qu'une charge ne crée qu'un champ autour de elle, elle ne crée jamais un champ sur elle-même. Ici, c'est exactement la même chose, c'est la même logique. Lorsque j'ai un courant qui circule dans un fil, ce fil-là va créer un champ autour de lui, mais sur l'axe du fil, le champ sera toujours nul. Donc ici, on va faire attention à l'examen de ne pas faire des calculs superflus. Donc si on vous met un point qui est parallèle à l'axe du fil, ça va donner 0. Et là, faire attention à ça, on dit, ouais,
il laisse une grande page, mais on pourrait avoir plusieurs segments. Donc, un fil comme ceci, on pourrait mettre un autre fil qui serait peut-être comme ça. Donc, fil 1, fil 2 ici. Et trouver le champ magnétique au point P. Donc, ici, je vais ouvrir une parenthèse, je vais revenir sur cette parenthèse-là plus tard. Donc, les champs magnétiques, c'est comme les champs électriques. Chaque objet va créer son champ et les champs se superposent. Donc, si je voulais avoir le champ au point P, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le champ produit par 1, plus le champ produit par 2, plus le champ produit par 3, et ainsi de suite. Donc, le champ de lui, à cet endroit, ne sera pas influencé par les autres objets. Donc, chaque objet est traité de façon indépendante les uns des autres et les champs vont se superposer ou s'additionner pour donner le champ résultant. Donc, dans la prochaine capsule, on va revenir là-dessus, puis dans les problèmes qu'on va faire en classe, on peut faire juste peut-être un objet ou peut-être plusieurs objets. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va faire, en tout cas, plusieurs objets qui se superposent pour donner un champ résultant, 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 résultant. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais ça me tentait de dire résultant plusieurs fois. Donc, avec ça, ça termine la capsule sur le biosavoir. Donc, théoriquement, c'est la capsule vraiment très mathématique. Donc, avec ça, on se dit au revoir tout le monde et yo!